Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Du pied au mètre, l'adoption du système métrique. Depuis que l'homme existe, il compte, pèse, mesure, divise, multiplie. Le moyen le plus judicieux pour mesurer avant l'invention d'instruments demeure les parties du corps. Le pouce, le doigt, le pied, la palme, la toise, le pas, la coudée. Chez les Romains, la paume compte 4 doigts ou 3 pouces. Le demi-pied compte 2 paumes, le pied compte 4 paumes, la coudée compte 1 pied et demi, le pas simple compte 2 pieds et demi, l'aune compte 4 pieds, le double pas compte 5 pieds, la perche compte 10 pieds de 16 doigts, la perche de 12 pygmes compte 12 pieds de 18 doigts, explique le Grammatici Veteres, un ouvrage romain datant de la fin de l'Antiquité. De quoi y perdre son latin. Ulna habet pedes quatuor. L'aune compte 4 pieds. Il a été prouvé qu'une aune romaine valait précisément 4 pieds du roi François Ier, mesurant 0,2963 mètres chacun. Quant au pied de roi, censé être la longueur de celui de Charlemagne, il mesure 0,3248 mètres, soit 1 pouce plus long que celui du restaurateur des lettres. Charlemagne est donc le digne fils de sa mère, Berthe au grand pied. De combien de pouces et de demi-doigts devait-il dépasser le pied de Triboulet, bouffon nain du roi René d'Anjou? Il faudrait donc chacun prendre son pied pour connaître le ratio avec le pied antique. Mais quel pied? Le pied grec mesure 0,308 mètres pour Périclès et 0,315 mètres pour Ératosthène. Davantage que le pied romain dans les deux cas, sans doute en raison de la prééminence du deuxième orteil. Et quid du pied égyptien? 0,30 mètres tout rond. De quoi y perdre son grec et son égyptien. Trêve de plaisanterie. Les Antiques faisaient déjà des pieds et des mains pour trouver des réponses scientifiques à l'unification des unités de mesure. Il fallait en effet éviter les déboires ou divisions, pour rester dans le thème, rencontrés lors de transactions commerciales ou projets de construction. Les fraudes et quiproquos dans les négociations perdurent pourtant jusqu'à la fin du XVIIIe siècle par manque de codification. D'une région à l'autre, d'une dénomination à l'autre, ce sont 2 poids, 2 mesures. Encore heureux qu'on ne calculait pas en nez. On imagine les débats entre Cyrano de Bergerac et Tintin, Cléopâtre et une poupée Barbie. Rappelons-nous que l'expression « prendre son pied » nous vient des corsaires qui répartissaient le butin en tas de la longueur d'un pied avant de se le partager. Vous pouvez réécouter à ce sujet l'épisode 11 d'Encre d'Histoire, intitulé « Duguay-Trouin, corsaire du roi, mousquetaire de la mer ». Victor Hugo écrit dans Actes et Paroles, je cite, « La civilisation tend invinciblement à l'unité d'idiome, à l'unité de maître, à l'unité de monnaie, et à la fusion des nations dans l'humanité, qui est l'unité suprême. » À juste raison et à la faveur de la croissance industrielle et commerciale, la Constituante confie le projet d'unification des mesures à l'Académie des sciences. Jean-Charles de Borda, Nicolas de Condorcet, Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon de Laplace, Antoine de Lavoisier ou encore Gaspard Monge font partie de la commission et choisissent le méridien comme base d'unité de mesure. Un indice universel dénué de toute vanité nationale. Il propose donc un étalon correspondant à 10 millionièmes du quart du méridien terrestre, qu'il nomme le mètre, terme proposé par le chevalier de Borda, dérivé du grec métron, qui signifie mesure. Le principe est adopté en pleine Révolution française, mais il faut encore déterminer avec précision la longueur du méridien. Un travail titanesque confié à 2 astronomes de renom
Jean-Baptiste Delambre et Pierre-François Méchain, à qui on laisse les coups des franches. Une fois le travail accompli, les savants fixent les autres unités de mesure, mètre carré, mètre cube, litre et gramme, et tutti quanti. Après la Terreur, la loi relative au poids et mesure du 7 avril 1795 instaure le système décimal, une révolution universelle en pleine Révolution française. Déci, centi, milli. S'il faut quelques décennies pour que le nouveau système soit totalement diffusé et donc adopté, les campagnes napoléoniennes puis la révolution industrielle permettent de le faire découvrir aux autres pays d'Europe qui l'adoptent au fur et à mesure. Tous ? Non, car les pays anglo-saxons résistent encore et toujours, se croyant sans doute les maîtres de l'univers.